25 16 42. 8h et près de 46 minutes, c'est l'heure de la question du jour. Et la question du jour était la suivante. Avez-vous passé, oui ou non, une bonne année 2025 ? Vous êtes 69% à dire que non sur Insta, 63% à dire pareil, non sur Facebook. Par contre, sur X, vous êtes 100% à penser et à dire que oui. Alors, on va tâcher de voir ce qu'en pense notre invité ce matin. Il s'agit de Stéphane Vanish, chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours politique. Lise, je ne sais pas si vous estimez avoir passé une bonne année, ni si Stéphane Vanish pense la même chose ou le contraire. On va le savoir puisque c'est à vous. Alors, moi, j'estime toujours avoir passé une bonne année, parce que d'une manière générale, je regarde toujours le verre à moitié plein. Mais ça, c'est une question de caractère et je pense que ça joue beaucoup dans ce genre de réponse à une question du jour comme celle d'aujourd'hui. Stéphane Vanish, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on va essayer d'être un peu plus objectif. Est-ce que globalement, c'était une bonne année 2025, on va dire, pour Israël, pour commencer, Stéphane Vanish? Par rapport à tout est relatif, comme dirait l'autre, par rapport à 23 et 24, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que dans l'axe sécuritaire, d'abord, on a quand même récupéré tous nos otages vivants, il ne reste plus qu'un corps à récupérer, donc les Israéliens ont pu ressouffler parce que le traumatisme collectif sur les otages, sur les otages du Hamas était vraiment réel. Et ensuite, au niveau sécuritaire, je dirais, on a cassé quand même l'axe iranien. Donc, imaginez l'attaque du Gaza multipliée par le Hezbollah et des missiles iraniens en même temps, ce qui était prévu dans leur plan initial. On aurait été extrêmement mal avec enfin, 20 000 morts, d'après certaines projections, excusez-moi. Bref, on a évité le pire. Et donc là, on souffle un peu, et y compris la société israélienne ressouffle un petit peu. On retrouve un peu cette joie de vivre en sachant qu'on a des frontières beaucoup mieux sécurisées qu'auparavant. Et il y a la ligne de jaune de Gaza, le Liban est sécurisé, la Syrie en occupe une partie de la Syrie supplémentaire, il y a de nouvelles implantations judéo-samaritaines, quoi qu'on en pense, au niveau sécuritaire, c'est utile. Et donc, du coup, il y a quand même, on respire de nouveau, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas respiré avec 2 ans de guerre continue. Effectivement, c'est surtout la libération des otages qui a été très marquant, vraiment l'événement le plus marquant pour les Israéliens. Alors pour les Juifs à travers le monde maintenant, Stéphane Vanish, il y a eu cette montée de l'antisémitisme. On aurait pu s'attendre à un peu moins ou même à une baisse. On n'est pas qu'on était surpris, puisque depuis le 7 octobre, ça ne fait qu'augmenter. Mais là, ça devient quand même sacrément inquiétant, notamment en Europe. Oui, alors, s'il y a une victoire de Sinwar et du Hamas, elle est bien là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire sur le terrain, c'est catastrophique pour l'avenir, à mon avis, des Palestiniens, parce qu'on ne leur fera pas confiance avant des décennies. En revanche, là où ça a fonctionné, c'est la réactivation de l'antisémitisme occidental, que ce soit en Europe et chose nouvelle depuis 50 ans, aux États-Unis. Et donc là, il y a quelque chose, en effet, dans le plan de Sinwar, parce que à mon avis, ce n'est pas un hasard, la capacité, comment dirais-je, communicationnelle, propagandaire dans l'antisémitisme du jour au lendemain de la part des réseaux des frères musulmans en tout genre. Ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il s'était préparé à ça, et on sait que le Qatar a beaucoup investi aux États-Unis pour ça, et il investit pas mal en France également. Et donc on a un vrai plan de la part des frères musulmans contre les juifs européens, occidentaux, entre guillemets, qui fonctionne plutôt bien parce que, contre toute attente, entre guillemets, parce que j'attendais pas grand-chose, les Européens ont plutôt répondu présent. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes se disent antisémites, et ça se voit avec Tucker maintenant aux États-Unis, où ouvertement on peut faire du non-nazisme sans problème, et en Europe également. Alors attention, les peuples ne suivent pas. Ce sont les intellectuels, les gouvernants, les lobbies, entre guillemets, l'extrême gauche qui devient antisémite. Quand on regarde dans les sondages, il ne faut pas oublier qu'en France, 74% des Français étaient contre la reconnaissance de l'État palestinien par la France, et 90% des Anglais, ce qui montre bien qu'on peut s'attendre dans les années à venir à des réactions au sens propre du terme politique face à cet état d'esprit. Non pas parce que les gens vont devenir prosémites, mais parce qu'ils ont énormément peur de l'islam radical.
Alors, c'est vrai que du coup, on peut parler du moral des Européens également. Il est légèrement en hausse cette année en 2025, mais évidemment, ça dépend des pays. Et notamment en France, c'est l'incertitude politique qui rend le moral des Français moins, on va dire, susceptible de s'améliorer que celui des autres. Celui des Allemands, c'est pour une autre raison. C'est plutôt parce que, il y a pour l'instant une croissance assez faible, alors que les Allemands sont toujours un peu habitués à être un peu les bons élèves de l'Europe. Oui, je pense que c'est plus large que ça. C'est que l'Union européenne n'a pas fait de choix. N'a pas fait de choix par rapport à l'immigration, n'a pas fait de choix de société, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Est-ce qu'ils veulent devenir, rester européens au sens propre du terme, ce qui n'est pas automatiquement, voilà, c'est un choix, soit s'ouvrir au monde et, je dirais, faire une nouvelle société comme l'Empire romain qui a rencontré les barbares a fait une nouvelle société. Le problème, c'est que ça a mis 1000 ans, donc il faut faire très attention à ce genre de choix. Aujourd'hui, on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on sait en termes démographiques que l'Europe ne fait plus d'enfants. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, la première année en France où il y a plus de morts que de naissances sur le territoire, y compris avec la population immigrée qui fait plus d'enfants que la moyenne des femmes nées en France. Et donc, on s'aperçoit bien qu'il y a une espèce de suicide collectif qui est en train de s'opérer au niveau de l'Union européenne en sachant que l'Allemagne a devancé la France étant le meilleur élève de l'Europe quasiment en termes démographiques. Et donc là, il y a un problème énorme, c'est-à-dire que s'il y a une immigration forte qui arrive, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est que ça remplace simplement les enfants qui ne sont pas nés. Et donc là, il y a un choix de société qui est en train de se faire sans débat, je dirais sans à-coups, mais qui va ressembler à une espèce de suicide collectif civilisationnel à long terme. Et donc, je pense que le manque de croissance, le manque de dynamisme et les craintes de l'avenir sont liés à ça, y compris à le fait de ne pas avoir fait, de ne pas préparer les politiques, ne préparer pas un nouveau contrat social, un nouveau contrat politique, contrairement à Israël où on est quand même beaucoup plus en avance, avec un non-dit extraordinaire. Euh, c'est le non, c'est l'absence je dirais, d'évolution du pouvoir d'achat dans les pays européens, avec l'arrivée de l'IA en plus qui risque de supprimer 60-70%, c'est comment on va vivre, comment on doit créer un nouvel environnement économique pour continuer de vivre ensemble, tout simplement. Et c'est des sujets qui sont absolument pas abordés en Europe, ni en général d'ailleurs. Et du coup, ça crée un malaise très très fort. Et ce malaise est lié, du coup, on met sur telle ou telle chose, manque de croissance, trop d'immigration, etc. Pour de vrai, c'est cet avenir collectif qui est en jeu, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Notre avenir collectif a des enjeux et on sait à peu près où on peut aller. Alors, l'année 2025 de l'Union européenne, elle avait été choisie pour être l'année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que normalement, les États membres devaient choisir des objectifs communs, mesurer les résultats obtenus, définir une feuille de route pour l'avenir. Et comme vous venez de le dire, Stéphane, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, on est surtout en train de se rendre compte que le numérique a envahi, et notamment les réseaux sociaux ont envahi la vie des jeunes, notamment, et pris des orientations haineuses qu'on a beaucoup de mal à combattre aujourd'hui. Et le seul résultat que finalement l'Europe est en train aujourd'hui d'essayer, ou en tout cas de réfléchir à mettre en œuvre, c'est ce que vient de faire l'Australie, c'est-à-dire de bloquer purement et simplement les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. C'est quand même l'échec de base de l'éducation, d'en arriver à l'interdiction totale, même si ça a des très bons effets aussi. Je ne suis pas sûr que ça fasse de très bons effets. C'est comme si on interdisait aux jeunes, quand on a inventé l'imprimerie, de lire une page ou d'écrire sur une feuille de papier. C'est un peu ça. Donc c'est plutôt régressif, au contraire. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est chaque nouveau support, on crée des révolutions. Quand on est passé du papyrus à l'imprimerie, croyez-moi, ça a été quelque chose, de la copie des moines à l'imprimerie, ça a été quelque chose de révolutionnaire. Ça a donné quand même le protestantisme avec la lecture de la Bible pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même logique avec Internet depuis plusieurs années aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau support. Monsieur Lambda, au lieu de parler auprès de deux, trois personnes au café du commerce, peut parler à des millions de personnes. Un mec comme Tucker, pour revenir avec lui aux États-Unis, n'aurait pas le droit à la parole en Europe et il a le droit à la parole aux États-Unis avec une renaissance du nazisme, entre guillemets, parce que, attention, les Américains en 39-45, enfin en 33-36 étaient, comment dirais-je, impressionnés par Hitler, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas penser qu'ils étaient anti-nazis automatiquement. Et donc, on a tout ce problème-là. Et l'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement, en effet.
il n'y a pas d'accompagnement éducatif, il y a surtout un délaissement, c'est-à-dire qu'on n'ose plus parler de la Shoah, on n'ose plus parler des dérives que l'Europe a connues. Faut se rappeler que ce continent est sans doute le seul continent au monde qui s'auto-suicide quand même, avec des guerres pas possibles, et avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, ce n'est pas rassurant. Et donc, au lieu de rappeler l'histoire, au lieu de forcer quelque part les gens à comprendre l'histoire européenne, ben on délaisse, on interdit plutôt comme l'Australie, on essaye d'enlever, etc., comment dirais-je, des applications. Je pense que TikTok peut être supprimé parce qu'elle a été faite spécialement pour l'addiction, mais pas pour des raisons simplement de contenu, mais de contenant, entre guillemets. Mais les autres, on ne peut pas interdire l'informatique au nom des dérives, entre guillemets. Et donc, c'est l'éducation qui doit jouer. Et en effet, l'éducation fonctionne mal en Europe. Alors ça dépend où, attention, les Allemands sont un peu mieux lotis que les Français, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu autour de ça, mais je pense que la première des pédagogies, c'est le discours politique, et quand on entend les hommes politiques, notamment français, il y a de quoi désespérer un petit peu pour l'avenir collectif. Ben, on va tâcher de ne pas désespérer, Stéphane Vanish, puisque justement, vous le disiez, pour Israël, on sait plus ou moins où on va, donc ce sera déjà pas mal. Et peut-être que ça aidera aussi les autres pays du monde entier à savoir où ils vont. On vous souhaite une bonne journée en tout cas, chercheur à l'Université de Tel Aviv, spécialiste de l'analyse du discours politique. Bonne journée à vous, à très vite. Merci à vous aussi, bonne année. Merci. Oui, bonne année Stéphane et à l'année prochaine comme on dit toujours. Ce sera un bonheur que de vous retrouver. La question du jour pour demain, messieurs, dames, la voici.